décidé de vraiment prendre les 2 heures de cette émission pour parler uniquement de l'affaire Quentin Derenque. Qu'est-ce qui s'est réellement passé et surtout comment l'affaire a été montée en épingle médiatiquement par l'extrême droite sur la base de mensonges. Et c'est très très important de le préciser, sur la base de mensonges. Voilà. Alors ça a commencé jeudi déjà. Oui. Jeudi, conférence. On va essayer de poser le contexte. Conférence donc prévue à Sciences Po Lyon. Conférence de Rima Hassan, donc eurodéputée de la France Insoumise, très engagée sur la cause palestinienne. Oui. Qui est elle-même palestinienne. On peut le dire. Elle-même, elle est palestinienne effectivement. Et donc en face de cette conférence, en face de Sciences Po, donc un rassemblement de Némésis. Donc Némésis, collectif fémo-nationaliste. Entre guillemets. Qui... On dirait que plus c'est un collectif raciste qui se fait passer pour des féministes. Voilà, collectif d'extrême droite, en tout cas identitaire. Exactement, donc c'est ça. En fait, ils essaient de tordre un petit peu l'étiquette féministe pour la placer autour de causes plutôt identitaires, plus largement identitaires, mais nationalistes. En fait, en gros, leur credo, c'est... de dire en gros que les féminicides et les viols, c'est la cause de l'immigration, enfin c'est causé par l'immigration, c'est le plus souvent des OQTF, et donc c'est un prétexte pour dire en gros il faut arrêter l'immigration et pointer du doigt les personnes d'origine étrangère, racisées, etc. Et leur spécialité, c'est de perturber des événements, de perturber des manifestations, en particulier progressistes. On l'a vu d'ailleurs le 8 mars dernier, mais comme le 8 mars d'il y a 2 ans, parce que ça fait quand même quelques temps maintenant que Némésis ça existe. Ça doit faire 3 ans qu'elles font ce genre de moments d'agite-propre ou aller déranger des défilés, ce genre de choses. C'est ça, et en fait leur spécialité c'est de créer aussi des séquences après ces perturbations en disant en se victimisant quoi, en disant mais regardez ces gens progressistes, woke, qui se disent ouverts d'esprit, en fait ils nous barrent la route, ils sont violents, ils nous arrachent nos banderoles, etc. Alors évidemment encore une fois, et désolé je vais dire ça plusieurs fois, mais évidemment il faut condamner toute violence, etc. Mais ce qu'on observe bien souvent c'est aussi des provocations en premier lieu de Némésis. On l'a vu, on le voit en général, mais on l'a vu aussi à Lyon. D'ailleurs, dans un reportage qui est publié aujourd'hui dans l'UMA pour faire la promo de la maison, et même hier on en parlait, ça a commencé par des insultes racistes proférées par Némésis au mégaphone. Il y a aussi des interpellations directes d'étudiants qui sortaient de Sciences Po, qui n'avaient rien à voir en plus avec la conférence. Ils sont fait interpeller avec des termes du genre complices de viol, d'OQTF, etc. Enfin voilà, c'est aussi ça Némésis, c'est des provocations pour créer des réactions, et à partir de ces réactions, on crée des séquences, et à partir de ces séquences, on crée des possibilités pour les chaînes Molloré, et pas seulement tous les médias réactionnaires, de surfer là-dessus, de créer des séquences médiatiques sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Absolument, tu as très bien expliqué la stratégie médiatique, parce que c'est avant tout... contrairement à tous les groupuscules dont on va parler un petit peu plus tard, auxquels était affilié le fameux Quentin, donc des groupuscules quand même bien énervés, comme l'Action française par exemple, qui est un groupuscule anti-républicain, royaliste, antisémite, historiquement collaborationniste. Bon, genre vraiment, c'est bien à droite du Rassemblement national, l'Action française. Normalement, c'est hors de l'arc républicain. C'est considéré vraiment par tous les observateurs politiques comme ça. Et contrairement à ce genre de groupe ou de groupuscules qui parfois font des actions violentes, ont une action qui n'est pas avant tout médiatique, mais une action qui est de l'ordre de l'agite-propre. Enfin, je ne saurais même pas comment le décrire, mais de l'ordre de l'action violente, pas forcément uniquement, mais entre autres. L'action Némésis, c'est uniquement médiatique pour le coup. Le but, c'est de faire ce genre de petits happenings pour après avoir des images, les diffuser et créer du discours en étant, comme tu l'as très bien dit, appuyé par tous les médias Bolloré, entre autres. D'ailleurs, c'est la même stratégie que fait Frontières, on ne présente plus Frontières, le fameux Jordan Florentin, etc., etc. Tout ça, c'est un petit peu le même vivier et la même stratégie qui est uniquement médiatique, quoi. Et donc, et qui profite aussi de la caisse de résonance de X aussi. Absolument, à des réseaux sociaux, donc, évidemment. Ça, tout part d'Internet, c'est repris directement dans les médias Bolloré, puis après, etc., etc. Là, ça a été jusqu'au cœur de nos institutions finalement, sur la base de leur narratif qui était un narratif mensonger. Donc moi je voulais revenir sur le tout début de ce qui s'est passé. Donc du coup là c'était devant Sciences Po. On va regarder cet extrait. Alors juste, on a un problème de Stream Deck, faut pas que je me trompe. Hop là. Donc à la base le collectif Némésis avait fait cette action. Donc elles avaient mis une banderole, je crois que c'était islamo-gauchisme hors de nos facs, quelque chose comme ça. Et donc du coup, voilà, elles ont eu des images de violence, on va dire, de violence entre guillemets, parce que là, comparé à du coup des images qu'on va voir après, l'altercation, la rixe qu'il y a eu entre les nationalistes et les antifas, on est sur de la violence qui est quand même relativement mesurée sur cet extrait, mais à la base, c'était ça les images qui ont été diffusées par Némésis. Donc voilà, elles font leur happening, et il y a, alors, je sais plus quel militant de Némésis c'est, qui s'est fait pousser par terre. Donc c'était ça à la base, ce qui s'est passé. Ok. Donc là, quelqu'un est attrapé, hop, mis par terre. Voilà, donc à la base, le collectif Némésis s'était contenté de diffuser uniquement ces images, faute d'avoir d'images plus violentes en réalité. Et c'est là qu'il faut bien le rappeler.
Némésis a pour but d'avoir des images violences, pour dire regardez, les antifas sont violents, les antifas sont violents. Ouais. Pourtant, malgré l'affaire Quentin, avant le lendemain matin, là c'était le 12 février au soir, à 19h36 que ces images ont été publiées, il y avait d'autres images d'une bousculade devant Sciences Po, et aucun mot sur Quentin, alors qu'il était déjà entre la vie et la mort à ce moment-là. Donc ça montre bien qu'à la base, elles n'avaient pas pour but de mettre en avant le fait que Quentin s'était fait passer à tabac par l'extrême gauche, etc., etc. En fait, elles n'étaient même pas au courant. Et quand elles ont appris qu'un militant nationaliste qui était présent à Lyon avait été passé à tabac, était entre la vie et la mort, et bien là, hop, changement de fusil d'épaule, les premières images qu'elles avaient diffusées sont passées à la trappe, elles n'en parlaient plus, et là, c'est devenu ce jeune homme qui assurait notre sécurité a été tabassé, lynché violemment par une bande d'antifas sanguinaires qui sont arrivés à 10 contre 1 pour le tuer, et il y a des gens qui ont parlé de coups de couteau, qui ont inventé des sources policières, et du coup, tout s'est emballé extrêmement rapidement, alors qu'on n'avait aucune information sur ça, et qu'il semblerait qu'en plus, le fameux Quentin n'était même pas vraiment tant que ça dans le service d'ordre de Némésis. Non, il était à quelques mètres. On en parlera certainement un peu plus tard. Mais c'est vrai que moi, dès dimanche, j'ai interrogé des étudiants de Sciences Po qui y étaient justement, et ce qui m'explique, c'est une toute autre version que celle développée par Némésis. Tu le disais, voilà, Némésis a voulu montrer tout d'abord que c'était des antifascistes sanguinaires qui étaient là. Là, on parle uniquement du contre-rassemblement, pas de ce qui s'est passé à côté. On en parlera plus tard autour de Quentin, etc. Mais devant Sciences Po, moi, ce que me racontent les étudiants que j'ai pu interroger, c'est que c'était en fait il y avait Némésis, il y avait son rassemblement avec ses provocations, etc., etc. Et c'est constitué une sorte de contre-rassemblement au contre-rassemblement de Némésis, d'étudiants qui sortaient. Donc c'était un rassemblement spontané. En fait, ils étaient provoqués, ils étaient interpellés. Donc en fait, ils se sont rassemblés autour et ils ont commencé à chanter Siamo tutti antifascisti notamment. Ensuite, oui, effectivement, quelqu'un a essayé d'arracher la banderole. Évidemment, il faut qu'on ait toute violence, etc. Je vais le redire. La violence d'arracher une banderole, là, on parle de quelqu'un qui est mort, qui fait tabasser à mort. La violence d'arracher une banderole, mettre tous les trucs comme ça sur le même niveau et dire c'est de la violence politique, arracher des banderoles, historiquement, ça s'inscrit pas dans la violence politique. Et puis en plus, ça n'a pas dégénéré ensuite, parce que ce que me racontent les étudiants, c'est en gros, ça a commencé par un coup de pied apparemment d'une militante de Némésis, donc ensuite une personne qui était là pendant un espèce de rassemblement spontané en opposition, donc a plaqué au sol une militante Némésis, qui s'est relevée immédiatement, et puis à partir de là, les militantes de Némésis sont parties au bout de la rue, et puis elles sont parties, et puis on les a plus revues, personne ne les a suivies. Oui. En fait, il s'est pas passé grand-chose, quoi, finalement. Mais ça a été monté en épingle, évidemment. Parce que ce qui s'est passé, qui est directement lié, justement, à la conférence de Rima Hassan à Sciences Po, c'est ça, a priori. Le reste, c'était 1 kilomètre plus loin, dans un autre arrondissement. Enfin, c'est pas dans un autre arrondissement de Lyon, mais c'est 700 mètres ou 1 kilomètre plus loin que ça s'est passé, et les vidéos sont sorties, révélation du canard enchaîné il y a pas longtemps, c'est hier. C'était bel et bien une rixe entre des FAF et des antifas dans les rues de Lyon, bagarre de rue entre FAF et antifa dans les rues de Lyon, c'est quelque chose qui est extrêmement banal. Qu'on le déplore ou non, c'est quelque chose qui est extrêmement banal. C'est juste que là, tout ce truc-là a été fait au moment où il y avait la conférence de Rima Hassan, parce que du coup, Némésis a tenté de faire venir des gens en se disant on est à Lyon, ça va chauffer. Et effectivement, ça chauffait entre un groupe de FAF et un groupe d'antifa, bagarre, cagoule. Les deux groupes étaient cagoulés. Fumigène, lacrymo, bagarre de rue, quoi. C'est quelque chose d'extrêmement banal, et ça s'est fait vraiment en marge de l'action Némésis, mais c'est pas directement lié à l'action Némésis, et encore moins à la conférence de Rima Hassan. Sachant que je voulais juste dire un truc, quelqu'un rappelle dans le chat aussi qu'il y avait 2 événements en fait à Sciences Po, qui fait qu'il y avait à la fois des FAF et des antifas dans les rues de Lyon ce jour-là. Il y avait la conférence de Rima Hassan avec le petit happening de Némésis, mais il y avait aussi une autre conférence à Lyon 3 avec une personnalité de droite nationaliste, et du coup il y avait des antifas qui, pareil, venaient protester devant l'IEP de Lyon 3 pour ça. Donc c'est fait qu'en fait il y avait plein d'antifas et plein de FAF présents à Lyon sur la même journée, et c'est pour ça que ça a pété en fait. Parce qu'on est à Lyon, et à Lyon c'est banal en fait les affrontements de ce genre. Hélas, voilà. Ce qu'il faut rappeler, et ce que nous dit la vidéo du canard enchaîné, c'est qu'effectivement, il y a des affrontements qui éclatent peu avant le rassemblement Némésis, et donc la conférence de Rima Hassan. Ce qu'on voit sur cette vidéo-là, c'est que les militants de groupuscules d'extrême droite chargent des militants antifascistes avec des sortes de feux d'artifice, de fumigènes, éclate une bagarre. On va la regarder ensuite. Alors je vais en même temps pendant que tu parles. Ouais. Éclate une bagarre ensuite, et puis ensuite il se retrouve donc après le rassemblement Némésis, et c'est là où ça dégénère. Ce qui est banal entre guillemets, et ça devrait pas l'être, c'est évidemment d'assister à une telle violence, un tel déchaînement de violence. Ce qui est encore moins banal, par contre, c'est l'issue. C'est vrai que quand on voit que il y a des personnes, là c'est les images de la rixe initialement.
quand on voit des personnes qui sont gisantes dans la rue et que des personnes marchent à côté pour leur mettre des coups de pied alors qu'en fait ils sont, pour aggraver leur lésion cérébrale, ça c'est pas normal, c'est absolument intolérable. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est qu'à Lyon, c'est malheureusement beaucoup trop habituel de voir ce genre de scène. Pourquoi ? Parce que les groupuscules d'extrême droite pullulent et sont laissés complètement libres de leur mouvement. Ils ont des locaux, ils ont des cafés, ils ont des capacités de rassemblement. Ils ont leurs groupes sont dissous puis renaissent dans une impunité totale et absolue, au point de voir des agressions d'ailleurs partout dans Lyon. Peut-être qu'on en parlera un peu plus tard. Donc voilà, c'est aussi tout ça le contexte, quoi. C'est pas uniquement des antifascistes qui sont arrivés avec la bave aux lèvres et un couteau entre les dents. C'est un contexte bien précis où l'extrême droite fait sa loi dans la rue et où l'antifascisme s'est organisé. Et malheureusement, ça a complètement dégénéré là, avec le pire qui pouvait arriver, c'est la mort d'un homme. Et sachant que moi, par exemple, qui suis la politique depuis assez longtemps quand même, ça fait une dizaine d'années à peu près, que je vais dans des manifestations, etc. Enfin, je pense que vous pourrez confirmer sur le chat, ceux qui suivent la politique depuis un petit moment, ce genre d'image-là, j'ai vu ça des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois. Il n'y a vraiment rien de nouveau là-dessus. La seule chose qui est nouvelle, il n'y a pas une augmentation de la violence, une augmentation des affrontements, une augmentation de la violence antifasciste, ou même une augmentation peut-être de la violence des FAF dans ce contexte-là. Des bagarres de rue de ces genres. Je sais qu'il y a 10 ans, en manif, je voyais des images comme ça tout le temps. Moi, j'ai vu ça 110 fois. Le seul truc qui est nouveau, c'est que là, il y a eu un mort parce que quelqu'un a décidé de donner un coup de pied dans la tête à quelqu'un qui était au sol, ce qui est complètement con de faire ça et ce qui n'avait pas à être fait. Donc voilà, on n'est pas en train de dire « Oh, c'est pas grave, c'est la base de se battre entre FAF et Antifa, on s'en fout, etc. etc. » Dans tous les cas, c'est la base de se battre entre FAF et Antifa au sens où c'est arrivé des dizaines et des dizaines de fois et il n'y a rien de nouveau. Par contre, le fait que, malgré le fait que la moitié de du groupe de FAF s'était barré à ce moment-là, qu'il y a 3 personnes qui restent au sol et que du coup des antifas ont décidé de s'acharner sur quelqu'un qui était déjà au sol, ça c'est peut-être un peu nouveau et c'est ça le vrai événement. Voilà. Mais sinon, en vérité, on pourrait quasiment résumer ça à un mort dans une bagarre de rue, ce qui est malheureux, mais ce qui est vraiment pas un événement si massif que ça. Ça ne doit pas être un tsunami politique comme ça l'est actuellement, étant donné qu'en vérité c'est tristement banal ce genre de situation. Et ça, pour moi, c'est très important de le rappeler. Complètement. Et puis moi, ce qui me dérange aussi, c'est que on occulte une grande part des responsabilités. On ne parle pas, par exemple, de la responsabilité des pouvoirs publics, de l'intérieur aussi, qui est censé protéger la population, sécuriser les rues, sécuriser aussi les événements à risque. Dès lundi, d'ailleurs, dans un papier que vous pouvez encore une fois retrouver sur le site de l'Humanité, je parlais avec des agents du renseignement qui m'expliquaient qu'il y a eu des remontées. Il y a eu des remontées. C'est ça, ça fait 3 jours qu'ils savaient que Nemesis allait faire une action. Exactement. Il y a eu des remontées des renseignements territoriaux. Ça aurait dû être pris au sérieux. En fait, moi, ce que me dit ça, notamment un agent du renseignement, il me dit, mais en fait, la question qui se pose, c'est pourquoi on n'a pas fait le boulot. Et c'est vrai, parce qu'en fait, il y a eu un travail de fait par les renseignements, d'alerte notamment, sur les méthodes du collectif Nemesis, sur le risque que ça dégénère. Ce que me dit un agent du renseignement, c'est on est quand même dans la capitale des groupuscules d'extrême droite. À quel moment on ne se dit pas qu'une conférence avec Rima Hassan, qu'on soit d'accord ou pas avec elle, mais on connaît à quel point elle peut cliver, notamment, et à quel point elle peut rendre fou aussi les droitards, à quel point on ne se dit pas que ça peut dégénérer, que ça vienne d'un camp ou que ça vienne de l'autre. Juste simplement, quand on se place du côté de la puissance publique et de l'autorité publique, normalement, on met les moyens pour sécuriser. Et voilà, et de ce côté-là, il n'y a rien qui est dit dans les médias. Je vois que, c'était lundi, je crois, où Laurent Nunez était sur France Inter face à Benjamin Duhamel. Je parle de Benjamin Duhamel à chaque stream, mais c'est presque ma bête noire. Mais il lui pose aucune question sur l'efficacité du dispositif policier, sur la vigilance qui a été apportée ou pas à ces événements. Et alors que par contre, les alertes venaient de partout. C'est quand même aussi assez ahurissant. Ah oui, et je me souviens où je voulais aller. Hier à l'Assemblée nationale, on en parlait tout à l'heure pendant les questions au gouvernement. Mathilde Panot, justement, elle pointe la responsabilité, on en parlera un peu plus tard, mais Sébastien Lecornu botte totalement en touche. Bon, on en parlera un peu plus tard, mais tout ça pour dire que les autorités aussi doivent être questionnées sur leur responsabilité. Et ce qui n'empêche pas évidemment de dire que ça n'aurait pas dû avoir lieu, que les 11 personnes qui ont été interpellées, si jamais leur culpabilité s'avère vérifiée, qu'elles n'auraient pas dû faire ce qu'elles ont fait. Mais par contre, on peut aussi poser la question de la responsabilité de l'État, ou en tout cas plutôt des absences et des failles sécuritaires qui ont eu lieu. Tout à fait, parce que justement c'est ça, quand on parle de sécuritaire, le but c'est d'assurer la sécurité de tout le monde.
Voilà, éviter qu'il y ait des morts en fait. La police, c'est censé être les forces de l'ordre, c'est-à-dire que tout soit en ordre et que si jamais il y a des bagarres de rue, on évite qu'il y ait des bagarres de rue qui peuvent mener à un mort. C'est censé être le rôle de la police et ils sont censés être neutres par rapport à cette histoire. Dire FAF versus Antifa, c'est pas notre histoire, juste pas de mort dans la rue, pas de bagarre, tout ça c'est illégal. On quadrille le truc pour être sûr que ça se barre pas en cacahuète finalement. Et effectivement, la police n'a absolument rien fait. La police laisse faire ce genre de choses, laisse faire les groupuscules extrême droite dans Lyon depuis des années et des années, depuis au moins une décennie, et on se retrouve à des situations comme ça où il y a une augmentation des affrontements, des rixes dans Lyon depuis des années, qui a un mort à un moment donné. Là, c'est tombé du côté FAF, ça aurait très bien pu tomber du côté Antifa, et c'est plus ou moins ce qui s'était passé avec Clément Méric d'ailleurs en 2013, il y a 13 ans. Quoi. Donc, encore une fois, ce qui est plus intéressant dans cette histoire-là, en réalité, à analyser politiquement, c'est le traitement médiatique, les retombées politiques, il y a tout ça, comment chacun instrumentalise l'affaire, parce qu'on est en train de vivre, tout ça crée un moment politique extrêmement important, plus que l'affaire en soi qui est finalement tristement banale, quoi. Donc voilà, donc c'est pour ça que là on va s'intéresser un petit peu au traitement médiatique, sachant qu'on l'a expliqué, Némésis a directement essayé de dire oui, c'était quelqu'un de notre service de sécurité qui était venu, il était là pour défendre des femmes face au ordre de l'Antifa, sachant que ce narratif, même s'il a été totalement battu en brèche par la suite, par le travail de médias de gauche principalement qui ont tenté de rétablir la vérité, et aussi par l'enquête policière finalement qui a rétabli les faits, un petit peu, qui a commencé à rétablir les faits, directement, le narratif a été repris d'abord par les chaînes d'extrême droite, puis après par d'autres médias, et jusqu'au cœur de l'Assemblée nationale, au mépris de la vérité. Donc ce que je te propose, c'est de commencer en regardant ce petit édito de Kevin Bossuet sur CNews, qui résume très très bien ce qu'a été la position initiale, médiatiquement, de toute cette affaire. Kevin Bossuet qui dit « Quentin est notre Charlie Kirk à nous, etc. etc. » Vous allez voir comment il décrit Quentin. Après, on va faire un petit peu notre propre CV de Quentin pour voir un petit peu dans quelle famille politique et dans quelle forme d'action politique il s'inscrit. On contraste avec le discours de Kevin Bossuet qui a été repris à peu près, qui a été le même discours que la quasi-intégralité des médias. Bon, c'est des menteurs, tout ça a été des mensonges, quoi. Voilà. C'est notre Charlie Kirk à nous. Quentin est mort pour ses idées, parce qu'il aimait la France, parce que c'était un patriote. Il n'était pas là pour attaquer, il était là pour protéger. Je suis obligé de mettre pause, il n'était pas là pour attaquer, il était là pour protéger. Dire ça, factuellement, ce n'est pas vrai. Il était dans des groupes qui font de l'entraînement en combat, il a décidé de venir en contact avec une cagoule, avec 15 autres gars, avec des gazeuses et se battre avec des béquilles, avec des armes par destination. Dire ça, c'est factuellement faux. Il était dans des groupes violents. C'est tout. Et objectivement. Puis, complètement. Et puis dire il aimait la France et c'est un patriote. Appartenir à des groupes néofascistes et participer à des manifs néo-nazis, moi j'appelle pas ça aimer la France. Oui. Mais bon. C'est peut-être le moment du coup de rappeler un petit peu dans quel type de groupuscule il pouvait évoluer. Donc il y a un super article de Mediapart qui est sorti hier ou avant-hier, je me souviens plus très bien. Il faut juste que je retrouve mes notes. Qui fait un petit peu la liste de tous les groupes auxquels ils appartenaient, donc j'ai tout noté. Donc Quentin était proche de l'Action française, donc un groupuscule historique royaliste, antisémite, historiquement collaborationniste, des fans de Charles Maurras condamnés à la prison à perpétuité à la libération pour collaboration avec les nazis. Voilà. Il était proche de Academia Christiana, qui est une organisation catholique traditionnaliste d'extrême droite, qui a participé à plusieurs événements de l'extrême droite française. Il était cofondateur d'un groupuscule néofasciste violent. Je reprends mot pour les qualificatifs de Mediapart, c'est pas mes qualificatifs à moi. Qui s'appelait Allobroche Bourguin, qui était un petit groupuscule vraiment d'extrême droite, groupuscule néofasciste violent, dit Mediapart, où il était cofondateur dans sa ville. Il a participé à la marche du comité du 9 mai, donc rappelez-vous, c'est cette grande marche où ils avaient des espèces de grands fanions et des croix celtiques, une marche officiellement néofasciste. Pour vous dire, lors de cette marche, ils avaient des tambours qui étaient des tambours en hommage aux tambours des jeunesses hitlériennes. Voilà, vous vous souvenez peut-être de ça. C'était l'année dernière. Quentin était présent à cette marche avec son collectif Allobroche Bourguin. Donc je rappelle, groupuscule néofasciste violent. Il a participé à des ateliers d'un active club. Donc des active clubs, c'est des espèces de confédérations de groupuscules d'extrême droite qui font des entraînements en combat qu'on peut classer dans le suprémacisme blanc et de l'idéologie accélérationniste. Donc là, on est très à l'extrême droite. Il est aussi proche de Audace, qui est un descendant du Bastion Social, un groupuscule qui a été dissous depuis, qui sont des nationalistes révolutionnaires à classer comme le GUT, par exemple, le groupe Aignan Défense, qui sont des gens qui sont profondément anti-républicains, racistes, suprémacistes blancs, xénophobes, etc. Audace qui dit notre camarade Quentin, bien connu de nos militants. Voilà.
Juste pour faire un petit rappel des faits sur le profil de Quentin. Alors, ça ne veut pas dire qu'il méritait la mort, c'est pas ça que je suis en train de dire. Bien sûr. Mais peut-être qu'il méritait de ne pas avoir ce genre d'hommage et d'être présenté comme étant un simple amoureux de la France, un simple patriote. C'est faux, ce n'est pas ce qui s'est passé. Et puis, j'ajoute à ça une petite cerise sur le gâteau, qu'il était aussi fidèle de la paroisse traditionnaliste de la fraternité Saint-Pierre à la collégiale Saint-Just de Lyon. Voilà, c'est à rallonge, du coup, c'est pour ça que je le disais. Mais qui est juste le carrefour de toutes les extrêmes droites. Voilà, une église traditionnaliste, bien connu de ces milieux-là. Alors évidemment, le Figaro, si vous regardez le Figaro, c'est un simple pratiquant, c'est quelqu'un de pieux et qui aimait la philosophie et le tennis. Mais quand on appartient et quand on est un fidèle de cette église-là, ça dit quelque chose aussi du CV et du pédigré politique de la personne qui, encore une fois, ne méritait pas la mort personne ne mérite la mort pour ses idées. Mais par contre, il faut aussi replacer qui il était. Qu'ils disent c'est une sorte de Charlie Kirk. Là, ok, parce que quelque part, parce que en fait, il avait les mêmes idées, je crois, enfin, ou pas loin, voire même encore plus radical peut-être. Par contre, de là à en faire un martyr, un saint, un patriote, quelqu'un qui aimait la France et qui ou un martyr de la probablement un patriote qui aime la France, mais c'est pas ça qui le définit politiquement. Et qui l'aimait mal en tout cas, mais qui aimait une certaine version de la France, très blanche, etc. Bon, bref. Mais ça n'en fait pas un martyr, comme, là encore, je vais m'acharner sur le Figaro, mais je vous invite à vous régaler et à lire vous régaler, prenez quand même des calmants avant, mais à lire l'édito du Figaro de lundi, si je ne me trompe pas, c'est lundi, je ne sais plus comment s'appelle le journaliste, mais bon, bref. C'était Paul Sugui ? Non, c'était un édito, bref, sur la première page de lundi, vous irez voir, qui dit en gros, Quentin de Ranc est un martyr de la liberté d'expression, en gros, qu'a voulu faire taire l'extrême gauche. Un martyr de la liberté d'expression, quand même. Enfin, c'est quand même particulier. Enfin, liberté, il défendait quelle liberté d'expression, en fait, celle d'être raciste, celle de pouvoir. Bref, je vais m'arrêter là. Du coup, pourquoi on parle de ça ? Parce que ce qui est hallucinant, c'est que tout ce discours-là, c'est pour condamner la violence politique de l'extrême gauche. Je veux dire, condamner la violence politique de l'extrême gauche, ok, à la limite, mais quand Quentin lui-même était dans des groupuscules qui s'inscrivent parfaitement dans la violence politique d'extrême droite, ça rend le truc totalement hypocrite et totalement con. Voilà. On va regarder un petit peu la suite, peut-être pas en entier, de ce que dit Kevin Bossuet, mais en fait, voilà, ça c'est un bon exemple de tout le discours qui s'est déroulé initialement pendant plusieurs jours, avant qu'enfin des informations commencent à sortir sur ce qui s'était réellement passé. Quentin appartient à la France des honnêtes gens. C'était un jeune étudiant, fan de tennis, fan de philosophie, qui était très impliqué dans sa paroisse, qui incarne finalement cette jeunesse qui n'a pas renoncé à porter le drapeau tricolore et qui était fier de porter ce drapeau tricolore. Et moi, il y a quelque chose qui me marque, c'est toute cette indulgence vis-à-vis de l'extrême gauche, vis-à-vis de ces antifascistes qui se comportent en véritables fascistes. Si on en est arrivé... Alors, encore une fois, Quentin étaient dans des groupuscules d'extrême droite officiellement classés comme des néofascistes, qui le revendiquent eux-mêmes. La marche du comité du 9 mai, allez voir n'importe qui, je vous déconseille d'aller voir ces gens-là, mais allez voir n'importe qui a participé à la marche du comité du 9 mai, on leur dit, vous êtes fascistes, ils vont être honnêtes et dire, oui, nous sommes des fascistes. C'est des gens qui le revendiquent. C'est des gens qui marchent avec des croix celtiques. En 1974, ou 72, je ne sais plus exactement, quand le Front National a été fondé, alors c'est le Front National, époque Jean-Marie Le Pen, époque antisémitisme, négationnisme, etc., etc., ils ont décidé d'enlever le symbole de la croix celtique parce qu'il était trop marqué au fascisme, par rapport au fascisme, notamment parce que c'était le symbole de Ordre Nouveau, qui était un parti d'extrême droite officiellement néofasciste, qui existait avant le Front National. Donc à partir du moment où Quentin a défilé avec des croix celtiques dans une manifestation, et qu'on le protège en lui disant « les vrais fascistes sur les antifascistes », ils sont quasiment en train de manquer de respect à Quentin, qui lui-même est un fasciste revendiqué. C'est là que ça me rend totalement fou, cette histoire. Vraiment, ça n'a aucun sens. Ils prennent la vérité, ils la retournent sur elle-même, et le fait que tout le monde ait appuyé ce narratif, quasiment, jusqu'au cœur de nos institutions républicaines, et vraiment la République, tout ce qui est groupuscule néofasciste, croix celtique, etc., c'est pas dans l'arc républicain. Moi, ça me rend fou, quoi. Vraiment, ça me rend fou. Là, c'est parce que finalement, dans le débat public, on a excusé, on a relativisé, et puis regardez ce qui se passe dans les médias de service public. J'ai regardé quand même, évidemment. Thierry. On en parlera d'ailleurs. Alors, sachant qu'en plus, il dit ça, moi je propose d'arrêter de regarder maintenant, parce qu'on a plein d'autres extraits, et c'est après, ça va m'énerver. Là, il dit, regardez les services publics, comment ils traitent l'affaire, etc., etc. Donc ça, c'était le 14 février 2026, c'était samedi. Voilà. C'était posté par CNews samedi à 6h40, enfin 18h40. Ok.
À ce moment-là, on n'avait pas de truc sur le service public où ça défendait Quentin ou quoi que ce soit. À ce moment-là, les seules personnes qui en parlaient dans les médias, c'était des Kevin Bossuet, c'était l'extrême droite, c'était les chaînes qui n'ont vérifié aucune info, qui n'ont pas attendu une journée d'en savoir un peu plus clair sur l'affaire et qui directement appuyaient le narratif qui a été proposé par l'extrême droite la plus crasse de Frontières et Alice Cordier, quoi. Et donc là, déjà, ils préchotent le fait que le service public, oh là là, c'est qu'un tas de gauchistes, etc. Alors que la plupart des journalistes du service public ne s'étaient pas encore réellement prononcés sur l'affaire, faute d'informations, quoi. Donc Oui, et puis dimanche, fallait regarder les services publics, les médias de service public, France Info, France Inter, etc. Il y avait un travers déjà qu'on pouvait observer, c'est qu'ils citaient Némésis comme première source, sans remettre forcément en question, sans interroger le truc, sans se demander s'il n'y avait pas une tentative de manipulation, une volonté de créer un récit, un storytelling. Il n'y avait rien de tout ça. Donc en fait, quand j'entends Kevin Bossuet faire un procès au service public en complicité d'une certaine façon, ça me fait quand même marrer, parce que si vraiment les médias de service public étaient des médias gauchistes complètement déconnectés de la réalité, qui ont voulu, disons, soutenir les méthodes qui avaient été employées par les personnes qui ont tué Quentin de Ranc, en fait, il serait pris autrement, quoi. Donc on est très 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 loin de ce qu'il dit. Mais voilà, là on est encore une fois dans un discours très trumpien, on s'affranchit absolument de la réalité, parce qu'on a un récit à servir, c'est celui de nous sommes du côté de la vérité. Enfin, c'est ce retournement-là aussi, on est du côté de la vérité, on est du côté des patriotes, du côté de l'intérêt général, et face à nous, on a, pour reprendre un slogan, disons, de l'extrême droite, en face de nous, on a quelque part l'anti-France, quoi. Mais c'est vraiment ça. C'est quelque chose qui avait été employé à l'époque par l'Action française, d'ailleurs. Ouais. Voilà, avec une tonalité bien antisémite, parce que c'était à l'époque de l'affaire Dreyfus, et puis ça a vécu après. Mais c'est ça, en fait, la volonté de personnes comme Kevin Bossuet et toute la galaxie Bolloré et la réacosphère, c'est diviser la société et l'espace médiatique et politique en deux camps. C'est les patriotes d'un côté et l'anti-France de l'autre. Enfin, on en est revenu là, malheureusement. Totalement. Alors je t'interromps 2 secondes, j'ai sa phrase. Là, sur le chat, ça parle d'une alerte à la bombe au siège national de la France Insoumise. Ouais. T'as des infos sur ton téléphone? Alors voilà, ouais. Alors le siège. De toute façon, on comptait parler de LFI dans une deuxième séquence. Là, c'était un petit peu rétablir les faits, etc. Donc on reparle un tout petit peu après, mais menace à la bombe au siège de LFI. En fait, le siège de LFI a été évacué. Effectivement, il y a eu une menace à la bombe. Wow. Là, la police est sur place. Apparemment, tout le monde a été évacué. Les salariés et les militants, et Manuel Bompard, donc le dirigeant, donc le coordinateur national de la France Insoumise, dit que l'ensemble des salariés et des militants sont en sécurité, mais en tout cas, voilà, pour l'instant, ce qu'on sait. Ouais. C'est quand même fou, parce que là, il y a eu tout un discours sur halte à la violence en politique, un discours qui est totalement légitime et qui est totalement... Il n'y a pas de souci avec ça, quoi. Mais donc les mêmes qui se cachent derrière un discours halte à la violence politique, regardez, les antifas sont les vrais violents, nous on n'est pas des vrais violents. Derrière, 3 jours après, il y a une alerte à la bombe et quelqu'un qui a essayé de faire un attentat au siège de la France Insoumise. Donc je veux dire, si on veut vraiment prendre au sérieux de dire le discours qui consiste à dire halte à la violence en politique, va falloir arrêter d'instrumentaliser cette violence politique pour taper toujours uniquement sur l'extrême gauche et de rentrer dans le narratif des nationalistes et des racistes et commencer à prendre au sérieux le fait l'état de fait de la violence politique, quoi. Et à ce moment-là, à partir du moment, à attendre, ça va être confirmé ou infirmé. Ce n'est qu'une alerte à la bombe, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Mais si demain ou dans la soirée, on apprend qu'effectivement il y a une tentative d'attentat à la bombe au siège national du premier parti de gauche en France, je veux dire, tous ceux-là qui ont eu des discours sur les plateaux télé, qui ont repris les narratifs de l'extrême droite en s'appuyant sur la critique de la violence politique, va falloir qu'ils changent un petit peu leur fusil d'épaule et qu'ils admettent que le problème de la violence politique n'est pas le fait de l'extrême gauche, absolument pas plus que l'extrême droite, au contraire, fait à l'appui. Parce que là, franchement, c'est en train de se barrer totalement en couille, quoi. Ouais. Là, j'avoue, je lis ça sur le chat, je suis un petit peu en impro dans cette histoire, mais voilà. Ouais. Puis en plus, il y a cette alerte à la bombe, mais ça s'ajoute aussi à plusieurs jours de menaces et de dégradations du côté des permanences parlementaires, des permanences de campagne de candidats au municipal, mais aussi de domicile personnel. Enfin, on le disait, on l'a révélé dans l'UMA cette semaine, avec à chaque fois des plaintes déposées. Et par exemple, Aurélien Lecoq, qui est député du Nord, a vu sa permanence dégradée, et derrière, c'était un groupuscule d'extrême droite. Enfin, voilà, ça a été confirmé par les autorités. Donc, on voit que l'extrême droite, évidemment, est un terreau violent, évidemment, qui a des envies de vengeance et de représailles. Et d'ailleurs, on le voyait même dans les boucles, on le voit encore dans les boucles Telegram des différents groupuscules néofascistes,
gauchistes, nazis, identitaires, nationalistes. C'est selon, hein, c'est selon les groupes, mais avec une volonté de représailles et de vengeance par tous les moyens. D'ailleurs, l'Action française l'a tweeté. Ils ont mis par tous les moyens, même légaux. C'est intéressant. C'est tellement habitué à l'illégalité qu'on va même envisager la légalité. Attention. Hein. Mais non, enfin, l'Action française et d'autres groupuscules, le Raid Angers, par exemple, Luminis, qui sont des groupuscules qui à chaque fois sont des groupuscules qui rassemblent plusieurs dizaines de personnes. Ça a l'air pas énorme, mais avec une capacité de nuisance immense. Et surtout qu'en fait, c'est une toile. En fait, c'est une toile de groupuscules racistes, d'extrême droite, qui ont à cœur d'en découdre. Et contre des militants antifascistes, contre des militants insoumis. Et d'ailleurs, on le voyait, on l'a vu, et vous pouvez là encore une fois retrouver le papier sur le site de l'Humanité, mais sur certaines boucles Telegram de groupuscules, on publie des photos de militants qui en plus n'ont rien à voir, hein, parce qu'ils mettent des photos de suspects, mais il y a aussi des militants qui n'ont rien à voir, parce qu'ils sont de gauche, des photos, des noms, des adresses, l'adresse des proches, etc., avec des appels à s'en prendre à eux, en fait, à s'en prendre à leur jeter en pâture, un militant. Alors du coup, on va pas dire son nom parce qu'il a bien trop tourné. Donc c'est quelqu'un qui historiquement fait partie de la Jeune Garde. Et là, du coup, il y a tout un tas de gens d'extrême droite qui ont diffusé des infos, son nom, son prénom, en disant regardez, on a la preuve qu'elle était présente et qu'elle a participé au passage à tabac de Quentin. Au final, ils sont en train de se manger une plainte en diffamation parce que ça a été prouvé, ça a été acté. Cette femme-là, elle est pas en France actuellement, elle est actuellement en Amérique du Sud. C'est absolument impossible qu'elle était sur place. Donc on voit très bien qu'alors que quand même il y a une enquête policière en cours, il y a un de leurs camarades qui est mort, qui est décédé quand même, c'est pas rien, ils sont en train d'inventer des choses, ils laissent pas ni les journalistes un petit peu sérieux, ni les enquêteurs, ni la police faire leur travail pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, ils inventent des présences de militants, ils les jettent en pâture sur les réseaux sociaux, quoi. Et elle a eu des menaces de mort, etc., quoi. Donc là, c'est vraiment le moment de se calmer, garder la tête froide parce que ça peut vraiment se barrer en couille à tout moment. Et là, c'est ce qu'on est en train de voir, quoi. Nous, on fait son live ce matin. Qu'est-ce qui se passe? Alerte à la bombe, le siège national de l'AFI est évacué, quoi. Moi, j'avoue, je suis un petit peu sur le cul, là. Je me dis, waouh. Et c'est ça. On en est là. Hein. C'est le produit, comme tu dis, en tout cas, d'une hystérisation du débat politique, et on le voyait encore une fois à l'Assemblée nationale hier, on va en discuter plus tard, mais on a complètement assisté à un pas de 2 voire un pas de 3 entre le gouvernement, la droite et l'extrême droite contre la France insoumise. Vraiment, c'était un acharnement absolu, en les montrant comme responsables et en disant qu'ils ont du sang sur les mains, ce qui évidemment n'est pas le cas. Alors après, on peut critiquer la stratégie de la France insoumise qui aurait brutalisé ou je ne sais quoi. On peut en parler. Enfin, se dire, c'est pas un débat interdit. Faire le lien entre Mélenchon qui parle un peu trop fort à l'Assemblée nationale, certains mots d'ordre où parfois ils ont cette stratégie un peu grande gueule, etc., etc. Bon, on peut le critiquer parce qu'on se dit que c'est une stratégie qui n'est pas la bonne ou peu importe. Pourquoi pas? Mais faire des liens entre le style de LFI, parce qu'au final c'est plus un style que des éléments de discours très concrets, quoi. Faire le lien directement entre le style LFI dans les institutions ou dans les médias et un meurtre, c'est d'une indignité quand même, c'est un truc de fou, quoi. Alors, prenons les choses au sérieux, quoi. Les premiers à dire hommage à Quentin, justice pour Quentin, etc., c'est les premiers à ne pas prendre au sérieux ce qui s'est réellement passé et au final ne même pas respecter la mort de leurs propres camarades pour la simple et bonne raison qu'ils utilisent ça pour au final dire tout et n'importe quoi dans l'objectif de toujours la même chose, diaboliser la gauche, diaboliser LFI pour diaboliser la gauche, diaboliser l'antifascisme, diaboliser les communistes, je sais pas, tout ce que vous voulez, tout ce camp-là, quoi, tout ce qui est à peu près rouge dans ce pays, et mettre en avant les patriotes, comme ils disent, l'extrême droite, la droite nationaliste, et voilà, et tout ça s'inscrit dans une stratégie de diabolisation et d'extrême droitisation de la France, que nous, on en parle à chaque live de toute manière, on va pas vous expliquer tout ça, quoi. Ça veut dire, ils prennent la mort d'un des leurs pour au final appuyer leur narratif en mentant, quoi. Et moi, je trouve que c'est vraiment d'une indignité crasse, quoi. Et le pire dans tout ça, c'est qu'effectivement, c'est remonté et ça a été repris jusqu'au cœur de nos institutions. Et là, je vous propose de regarder justement la minute de silence qui a été fait, enfin au moins le petit discours de Yael Braun-Pivet avant, pour voir que tout ça a été jusqu'au plus haut niveau de l'État, finalement, ou en tout cas au plus haut niveau de la représentation nationale, quoi. Et il y a quelque chose d'assez historique et d'assez glaçant à ce qu'en réalité, la République française, on parle de la République quand même, moi j'ai beau être communiste, etc., j'ai quand même une haute idée de ce que c'est censé être la République. C'est pas une sensibilité que tout le monde a à gauche forcément, pour certains ils se disent, bon, c'est pas le plus important. Moi franchement, l'idéal républicain et tout ça, c'est un truc qui me tient vraiment à cœur. Vous voyez? Et quand je vois la République française, est-ce que c'est censé représenter historiquement, rendre des hommages en commun avec l'Action française, qui est un groupe historiquement anti-républicain? Je me dis, mais comment on a pu en arriver là, quoi? Enfin, comment on a pu en arriver là? On le documente, la gauche et l'UMA notamment le documente depuis des années, mais je veux dire, on en est là, quoi. On en est là. Donc je vous propose de regarder ça. Et voilà. C'est avec émotion que nous avons appris le décès du jeune Quentin de Ranc.
Victime d'une agression, d'une violence inouïe commise par plusieurs individus à Lyon, il a succombé à ses nombreuses blessures. Personne ne devrait mourir à 23 ans. Personne ne devrait mourir pour ses idées. En notre nom à tous, j'adresse nos pensées à sa famille et à ses proches endeuillés. L'Assemblée nationale condamne unanimement et sans réserve tous les actes de violence et de haine. Comme le rappelait Robert Badinter, dans une démocratie apaisée, ce n'est pas l'affrontement qui doit régner, mais le droit. Et la première des évidences dans une démocratie, c'est le refus de la violence physique. Il revient à chacun de nous d'être les garants de la dignité du débat public et d'appeler au calme. Dans l'intérêt de notre nation, assumons collectivement cette responsabilité dans les mois qui viennent. Mes chers collègues, en hommage au jeune Quentin, je vous demande d'observer 1 minute de silence. Bon, du coup, hop là. On voulait juste regarder le petit discours avant. Quoi. Donc encore une fois, on se répète un petit peu, mais dire... Parce que là, c'est axé en disant non à la violence politique. Et moi, je vais avoir un moment dans les institutions pour dire non à la violence politique. Tout ça part trop loin. Ok, mais à ce moment-là, regardons toutes les autres violences politiques qu'ont pu faire l'extrême droite. Quoi. Moi, c'est ça qui me rend fou. Ouais, et pourquoi ils attendent ce moment-là à l'appel de Némésis et Frontières pour là décider de se dire « Ouh là là, il y a un problème de violence politique dans ce pays, il n'y a rien de nouveau là-dedans, encore une fois, rien de nouveau. » Et puis regardons les violences commises par l'extrême droite, mais regardons aussi qui sont tous les responsables de la brutalisation politique et de la violence en politique, en particulier, notamment dans les mots, mais qui amènent à la violence physique. Ça nous amènera aussi à regarder à l'extrême droite, mais aussi dans le camp de la minorité présidentielle aussi. Enfin, oui, je veux dire, tout à fait, quand on rabâche matin, midi et soir que la France insoumise et la gauche en général est le camp de l'antisémitisme, par exemple, quand on dit ni LFI ni RN, comme pour montrer que la gauche que représente LFI, qui n'est pas une extrême gauche en plus, est le mal incarné, quand on stigmatise les militants des différentes formations politiques, en fait, peu à peu, on fait un chemin vers l'autorisation de commettre des violences, en fait. Et tout ça est quand même malheureux d'entendre Yaël Braun-Pivet, qui est certes présidente de l'Assemblée nationale, mais qui est aussi partie intégrante de la Macronie, dénoncer justement la violence en politique, citer Badinter en disant il faut plutôt que l'affrontement, il faut choisir le droit, etc. Mais oui, mais dites-le à vos troupes, en fait, parce que ça fait des mois et des mois et des mois que vous radicalisez le débat public, parfois à partir de fausses informations. Et dans cette minute de silence, évidemment qu'il y ait une minute de silence, bon, oui, mais par contre, moi, ce qui m'interpelle, c'est le choix des mots. Un hommage. Oui. Pourquoi on ne peut pas dire juste en mémoire ? Parce qu'évidemment, il y a quelqu'un qui est mort. C'est une défaite pour la démocratie, quel que soit le pédigré de la personne qui a perdu la vie. Il a perdu la vie pour ses idées. Donc, c'est une défaite de la démocratie, c'est une défaite du débat public. Par contre, un hommage, non. Enfin, on ne peut pas rendre un hommage à ce qui représente politiquement. Ouais, et puis surtout, je tiens à rappeler quand même, c'était il n'y a pas si longtemps, mais en avril 2025, rappelez-vous, Aboubacar Cissé, qui a perdu la vie qui priait d'ailleurs dans la mosquée de la Grand Combe, donc c'était dans le Gard. C'était, si je me trompe pas, c'était une personne d'extrême droite, j'ai plus exactement le pédigré de l'assassin. Mais par contre, lui, à l'origine, Yaël Braun-Pivet s'est opposé à une minute de silence pour Aboubacar Cissé, en disant que il n'y a plus de minute de silence pour des cas individuels. Voilà. Alors après, il y a eu, parce que la gauche a fait pression, il y a toute une polémique qui est montée. Mais initialement, elle voilà. Elle ne voulait pas. Donc on voit un deux poids, deux mesures, malheureusement, et voilà, cette responsabilité dans la montée des tensions, disons, en politique, à minima, qui mènent jusqu'à la violence, la Macronie en a un certain nombre, on peut le dire, je pense. Et puis on peut aussi parler du rapport aux violences policières aussi, tout simplement. Oui. Parce que quand on parle de violences politiques, on a plutôt tendance à parler de militants politiques qui s'en prennent à d'autres militants politiques. Voilà. Enfin, en tout cas, quand l'Assemblée nationale commence à parler de violences politiques, c'est toujours ça. C'est toujours des bagarres entre FAF et Antifa. Ça s'identifie comme de la violence politique. Mais un meurtre raciste, par exemple, est-ce que c'est de la violence politique ? Si c'est un militant d'extrême droite qui commet un meurtre raciste, comme Ismaël, qui est mort à Lyon, justement, je crois que c'était le 20 janvier, quelque chose comme ça, fin janvier, mort, son corps retrouvé dans un lac. L'enquête, a priori, dit que c'est effectivement un militant d'extrême droite qui l'a tué sur des motifs racistes.
En quoi c'est pas de la violence politique? C'est aussi le racisme est évidemment politique. Et quand le racisme est au cœur de l'idéologie de l'extrême droite, un militant d'extrême droite qui fait un meurtre raciste, c'est de la violence politique. Et la violence policière, on peut aussi la considérer comme de la violence politique. La police est une institution qui est politique, étant donné qu'elle est dépendante du gouvernement via le ministre de l'Intérieur. Donc quand Laurent Nunez nie toute violence policière, défend systématiquement des policiers qui tuent, qui tuent des gens. Là, c'est Hassan Meldiara, je crois il s'appelle, si je dis pas de bêtises, qui est mort dans une cellule. Quand on regarde les images de la police, qui l'ont tué, vraiment, qui l'ont tabassé à mort, ils l'ont amené dans la cellule, menotté, ils se sont rendus compte que cet homme était mort, alors qu'il était encore menotté à un banc dans le commissariat. Ils ont vu qu'il répondait plus, ils ont vu qu'il a commencé à suriner dessus littéralement. Ils se sont dit, attends, je crois qu'on l'a tué. Il était encore menotté pendant qu'il était mort. Et qu'est-ce qui se passe? Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur, ancien préfet de police de Paris, dit, circuler, il n'y a rien à voir, ce sont des policiers, forcément ils sont innocents. Quand on nie les violences policières à ce point-là, qui sont une forme de violence politique, évidemment que derrière, avoir un discours sur la violence politique uniquement quand c'est un nasillon, pour reprendre les termes d'Aurélien Souchère, qui effectivement est mort dans une rixe de rue, mais je veux dire, quelle crédibilité là-dessus? Ils s'en fichent de la violence politique. Le seul moment où ils en parlent, c'est pour reprendre le narratif de l'extrême droite. Et je crois que c'est ça qu'il faut dire. Il faut avoir un discours sur la violence politique, mais à ce moment-là, allons-y vraiment, en s'appuyant sur des faits. Et voilà. Oui, parce qu'on sera tous d'accord pour dire qu'il faut pacifier le débat public, pacifier l'espace politique, qu'on doit s'affronter à partir d'idées. Par contre, là, c'est vrai que ce discours-là, il rend fou, forcément. Quand on suit les débats politiques depuis un certain temps, la Macronie a une large part de responsabilité dans cette montée en tension. Et puis surtout, tu le disais un petit peu, mais c'est vrai que les violences d'extrême droite, elles sont complètement niées, pour ne pas dire complètement occultées dans l'espace politique et médiatique. Depuis 2022, on a quand même assisté à au moins 11 morts et 19 blessures graves de la part de personnes d'extrême droite ou à motif raciste, de personnes qui ne sont pas forcément dans des groupuscules, mais depuis 2022 seulement. 2022. On est en 2026, donc et voilà, on peut donner un certain nombre d'exemples. Par exemple, en 2022 à Charleville-Mézières, un retraité qui abat son voisin Mamadou Cissé d'une balle de fusil à pompe. Pas de minute de silence évidemment. William Mallet, militant d'extrême droite, qui se rend avec une arme à feu au centre démocratique kurde à Paris. Il assassine 3 personnes. Je ne crois pas qu'à l'époque il y ait eu 2 minutes de silence. 3 jours plus tard, à Évry, un homme de 61 ans tire sur une jeune fille de 13 ans d'origine maghrébine. Et en garde à vue, il explique que en fait, c'était un hommage à l'assassinat justement dont je vous parlais juste avant contre les Kurdes. Et puis on pourrait continuer cette liste longtemps, mais par exemple le 17 novembre 2023, dans le Val-de-Marne, un retraité attaque un jardinier franco-algérien tout en proférant des cris racistes. Pas de minute de silence. Donc, on peut aussi s'interroger sur ce 2 poids 2 mesures que Yael Braun-Pivet appelle à la responsabilité, très bien. Qu'elle cite Robert Badinter, très bien. Qu'elle veuille se montrer responsable et qu'elle veuille incarner la figure absolue de la paix et de la République, très bien. Par contre, il faut que les actes suivent les paroles, et là, malheureusement, depuis un certain nombre d'années... Les paroles sont suffisantes, parce que là, on parle d'actes et de paroles, mais quand on parle des violences d'extrême droite ou des violences policières, on pourra qualifier... moi, personnellement, je ne sais pas si c'est la ligne de l'humanité pour le coup, mais moi, personnellement, en mon nom, ça me dérange absolument pas de classifier les violences policières comme des violences d'extrême droite. On voit un peu le profil du policier violent moyen, quoi. Bref, mais oui, effectivement, si vraiment on va avoir un discours... là, tu disais, il faut que les actes suivent les paroles, mais il n'y a même pas la parole. La première étape de juste en parler n'est même pas faite déjà quand on parle des violences d'extrême droite. Donc, non, je parlais juste du discours de Braun-Pivet qui essaie de se montrer comme la pacificatrice. Mais à ce moment-là, ok, d'accord. On veut parler de la violence en politique, parlons de la violence en politique, mais pas sûr que ça profite à l'extrême droite, cette histoire. Voilà. Alors d'ailleurs, je vais en profiter pour mettre cet extrait de 28 minutes, donc l'émission de Arte, qui était hier. Donc justement, quelqu'un qui reparle. Alors là, toi, tu parlais des violences et des meurtres d'extrême droite depuis 2022. Là, c'est en remontant jusqu'au début des années 80, un petit peu, selon les sources policières officielles, combien de meurtres ont été imputés à l'extrême droite, combien de meurtres ont été imputés à l'extrême gauche depuis le début. Et quand on regarde ça, on voit bien que ce 2 poids 2 mesures que tu as très bien expliqué juste avant, il saute aux yeux. C'est l'évidence même, quoi. Et là, on parle d'un spécialiste de la question qui est sur Arte. Voilà, c'est pas un média d'extrême gauche, quoi. Et pourtant, voilà, les faits sont là, et les faits vont à l'encontre du narratif qui a été repris par tout le monde, quoi, du narratif de l'extrême droite.
C'est une violence, bien sûr, qui existe, mais qui est quand même quantitativement extrêmement faible. Ça peut être intéressant de cerner un peu le débat autour de chiffres. Hein. Les chiffres qu'on a produits dans cet ouvrage, qui est un ouvrage qui avait véritablement cette volonté de quantifier la violence, en gros, depuis 40 ans, on a à peu près 5600 faits de violence politique. Sur ces 5600 faits, vous en avez 4829 qui n'ont fait aucun mort ou aucun blessé. Et sur le nombre de morts, il y a à peu près 418. Si on enlève les islamistes, qui à eux seuls sont responsables de 289 morts, les séparatistes, corses, basques, qui sont à peu près responsables de 80, il reste 53... Bon, je mets juste pause, mais c'est vrai que là, ça parle de violence en politique. Quand on compare juste, effectivement, les séparatistes corses, les séparatistes basques, des choses qui arrivaient dans les années 80-90 encore, qui sont pas si vieilles, hein, qui sont vraiment pas très vieilles. C'était déjà la 5e République, c'était sous Mitterrand, quoi. Je veux dire, le niveau de violence politique, objectivement, il a baissé. Il a baissé. Oui. Et ça, pareil, là, c'est pas le narratif de l'extrême droite. Et on peut parler aussi, bon, après, c'est à gauche, hein, mais je veux dire, pour essayer de balayer large, Action Directe. Ouais, voilà, c'est ça. Des violences d'extrême gauche, il y en a eu. Quand on regarde ce qu'a été Action Directe, c'était les années 80. Action Directe, c'était les années 80, ouais. Début des années 80. La violence d'extrême gauche, de fait, a baissé. Ils ont quand même assassiné un patron, quoi. Donc, oui, voilà, c'est ça. Ouais. Donc c'est pour ça, pareil, c'est aussi ça qui a été repris par tout le monde et qui est le narratif de l'extrême droite, c'est de dire, regardez, c'est de pire en pire, il y a un ensauvagement de la société, une explosion de la violence qui vient de la gauche, quoi. Voilà, qu'on ne dise pas que ça vient directement des immigrés, quoi. Alors que quand on regarde, tout ce narratif est totalement battu en brèche par les faits, tout simplement, quoi. Et n'importe qui a un peu de culture politique, qui suit ça depuis un petit peu longtemps, est au courant de ça et le sait très bien, quoi. Voilà. Et même les affrontements entre FAF et Antifa, à coups de gants coquets, de barres de fer, etc., dans les années 80, c'était pire que ça. Et d'ailleurs, l'antifascisme moderne de rue, entre guillemets, est né un peu dans au début des années 80, milieu des années 80, notamment parce qu'il y avait des skinheads néo-nazis à Châtelet qui terrorisaient tout le monde. Et c'est là que les antifas, on va dire un peu de rue, un peu bagarre, ont commencé à émerger. Et je veux dire, les affrontements entre skinheads néo-nazis et antifas d'extrême gauche à Châtelet dans les années 80, c'est à peu près comme ce qui se passe à Lyon en ce moment. Je veux dire, c'est pas nouveau, il n'y a rien de nouveau. Et puis en plus, je rappelle que quand la Jeune Garde s'est créée, par exemple en 2018, c'est aussi né de débats en interne sur le fait que l'antifascisme, attention, ça peut effrayer aussi des personnes de notre camp social et politique. Donc en fait, il va falloir le remettre à jour et le pacifier, etc. Donc bon, évidemment, là, c'est un échec de cette pacification, mais tout ça pour dire que, comme tu le dis, par rapport à 10 ans, 20 ans, 30 ans, on est quand même sur un autre niveau de violence, c'est-à-dire qu'il a quand même plutôt apaisé. Ce qui n'enlève aucunement la gravité de ce qui s'est passé. Oui, voilà, on n'est pas ça en mode circuler, il n'y a rien à voir. Dans tous les cas, voilà, encore une fois, passer à tabac un mec qui est déjà tombé par terre alors que tout le monde a fui. Quel intérêt de faire ça? Là, c'est de la violence politique qui est absolument pas nécessaire. Donc, on ne dit pas ça pour défendre qui que ce soit là-dedans. Voilà. On ne dit pas ça pour dire on s'en fout, il n'y a pas de violence, circuler, il n'y a rien à voir. Non, la violence, quand elle prend cette forme-là, évidemment un problème. On n'est pas en temps de guerre, on n'est pas sous l'occupation allemande. Voilà quoi. Voilà, la violence politique, parfois, il faut aussi un petit peu se calmer avec ça. À gauche, il y en a certains qui peut avoir tendance à fétichiser un petit peu le truc en appelant à la résistance, etc. Bon, là, dans des conditions comme ça, force est de constater que ça sert à rien à part créer de la mort, quoi. Ouais, et puis ça joue contre le camp aussi de la gauche, en plus de ça. C'est évidemment qu'il y a tout un espace médiatique et politique qui n'attend que ça, de diaboliser la gauche. À droite. C'est pour ça que les antifas, de base, ils tuent pas des gens dans la rue pour cette raison précise, en fait, déjà. Ne serait-ce que ça, quoi. Donc c'est pour ça qu'on peut aussi qualifier ça. Certes, on peut qualifier ça de passage à tabac, mais le fait qu'il soit mort, a priori, ça reste relativement un accident, parce que c'est pas dans le mode opératoire des antifas en France de battre à mort des gens dans la rue. Ils sont, quelque part, ils sont pas cons. Quel intérêt, quel gain politique des antifas, y compris des antifas qui se bagarrent dans la rue, aurait à tuer à main nue des gens. Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'accident. D'ailleurs, quand tu regardes les conditions, alors j'en laisse ça, on y revient juste après, quand tu regardes les conditions dans lesquelles il est mort, en plus, genre, il avait été mis en position latérale de sécurité par des passants sur les lieux qu'on appelait des ambulances. Il s'est réveillé et il s'est barré. Il s'est barré parce qu'il voulait pas se faire choper, parce que il est venu cagoulé pour se battre dans la rue avec des antifas. Et du coup, il s'est dit oulala, je préfère ne pas me faire choper. Je me casse. Il a marché pendant 1 heure avant que d'autres camarades à lui finissent par finalement appeler l'ambulance. Parce qu'à la base, il ne voulait même pas aller à l'hôpital parce qu'il était dans une forme d'illégalisme finalement, vu les groupuscules dans lesquels il était, quoi. Donc c'est pour ça que je veux dire que c'est un petit peu un accident qui s'est passé pendant une bagarre de rue. En vérité, on pourrait très très bien avoir ça comme schéma explicatif et ça serait pas nier la violence politique ou quoi que ce soit de dire ça. Ça serait en fait être un petit peu réaliste, quoi. Après, voilà. C'est dur de poser des conclusions sur tout ça, parce que est-ce que c'est un accident ou pas, est-ce que c'est les conséquences d'une rixe banale, ça on verra, l'enquête doit amener ses conclusions. Enfin, on a quand même mais c'est vrai que ça part d'une rixe. Je pense qu'on parlait d'une rixe qui vire au passage à tabac, ça me paraît être descriptif de dire ça. Mais c'est vrai que
on est obligé de s'arrêter sur le fait qu'il y a un acharnement quand même malgré tout. Enfin voilà, mais c'est vrai que quand on regarde les images, que ce soit celles de TF1 ou celles d'habitants qui ont été qu'on a vu sur les réseaux sociaux, etc. Il y a des hommes à terre qui se font ensuite marcher dessus, qui se prennent des coups de pied alors qu'ils sont en train de, enfin ils sont gisants par terre, etc. Enfin, voilà. Il y a. C'est des images que je n'aime pas voir, peu importe qui c'est qui se fait frapper. Genre, des images comme ça, il n'y a pas fétichiser ces images de violence. En vrai, de foutre un coup de pied dans le crâne d'un homme à terre. Alors, ce que je veux dire, c'est que je pense qu'on est. On défend pas ça. Non, bien sûr. Mais je pense qu'on est au-delà de l'accident. Alors, je pense pas qu'il ait l'intention forcément de donner la mort, mais est-ce qu'on avait vraiment besoin d'aller aussi loin? Non, évidemment que non. Enfin, non, mais oui, évidemment, ça aurait pu être évité. Évidemment, ça aurait pu être évité. J'étais un peu maladroit là-dedans. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a ce côté, la bagarre de rue qui se barre en couille, et puis au final, il y a un mort. Pour moi, c'est. Vu comment c'est courant ce genre de bagarre de rue, pour moi, des images comme ça, on en voit suffisamment régulièrement pour pouvoir dire qu'il n'y a pas un changement de nature profonde entre tous les affrontements qui ont lieu de manière hebdomadaire à Lyon et ce qu'on a vu là, quoi. Donc le fait qu'il y ait un mort, pour le coup, c'est accidentel peut-être pas, mais je veux dire, c'est une conséquence malheureuse de quelque chose qui est ultra banal finalement, quoi. C'est peut-être plutôt comme ça que j'aurais dû le dire. Bref. Je te propose de regarder la fin là, du coup, pour justement comparer ces fameuses violences d'extrême gauche et d'extrême droite. Du coup, voilà, 53 morts, il était en train de dire, dans tout ce qui est violence politique, t'enlèves déjà tous les djihadistes, djihadistes armés, etc. Il reste 53 morts imputés à des violences politiques officiellement depuis le début des années 80. Il reste 53 morts du côté des violences idéologiques. En 40 ans. Voilà, ultra-gauche ou ultra-droite. Or, sur ces 53 morts, vous en avez 5 qui sont le fait d'ultra-gauche 10%. et 48 qui sont le fait d'ultra-droite. 90%. Donc ça donne un petit peu un cadre quantitatif sur la réalité de ces violences. Et puis bien sûr, des violences qui sont beaucoup moins fortes qu'elles ne l'étaient dans les années 70 et a fortiori dans les années 30. Voilà, parce que dans les années 30, il y avait ce qu'on appelle les ligues, qui ont tenté un coup d'État d'ailleurs en 1934. Donc c'était des ligues, la Ligue patriotique, la Ligue antisémitique, c'était des noms comme ça à l'époque. Voilà, les Croix de Feu aussi. Alors les Croix de Feu n'ont pas vraiment fait la tentative de coup d'État pour le coup, ils n'étaient pas anti-républicains à proprement parler. Peu importe, mais je veux dire, les affrontements qu'il y avait à cette époque entre des ligues fascistes qui se revendiquaient plus ou moins du fascisme officiellement. En tout cas, c'était directement les cousins de Mussolini et compagnie, quoi. Et des groupes communistes, révolutionnaires, etc., etc. Encore une fois, c'était notre paire de manches. Et il le rappelle, dans les années 70, ce genre d'affrontement était monnaie courante et était encore plus violent en réalité et on fait probablement plus de morts. Ouais, complètement. Et puis, alors, il y a ça, il y a cette chronologie-là, cette espèce de prise en hauteur chronologique qui est hyper intéressante. Mais même si on fait le décompte, alors je sais bien, je sais pas du tout pour mettre en concurrence un mort par rapport à un autre ou quoi que ce soit, mais si on prend le décompte, c'est publié dans Libération, c'était Nicolas Lebourg, l'historien spécialiste de l'extrême droite et des violences politiques, justement, qui dit si on fait le bilan des décès causés par les radicaux depuis 1986, la gauche a tué 6 personnes, la droite 59. Donc on est sur des proportions quand même qui sont tout autre. Alors que quand on voit une espèce de de dissonance cognitive, disons, quand on est devant les médias où on entend en permanence parler de l'ultra-gauche, de la violence des mouvements. On se souvient des soulèvements de la Terre, par exemple, où il y a tout un procès qui a été fait par rapport au soulèvement de la Terre, bref, un éco-terroriste, etc. On voit qu'il y a quand même une grande différence en termes de proportion dans les conséquences entre la violence politique de radicaux de gauche et de radicaux d'extrême droite. Dans la nature des violences, quoi. Et même dans la nature des violences, exactement. Exactement. Et surtout que la violence d'extrême droite, elle est quotidienne. Elle est quotidienne, elle s'en prend pas que des antifas. C'est là aussi que la grosse différence. Et en vrai, on peut le dire. On peut le dire quand même. Aller trouver des gens qui sont fait frapper par des antifas dans ce genre de bagarre de rue qui n'appartiennent pas eux-mêmes à des groupes de FAF, il n'y en a pas beaucoup. Aller tomber des gens qui sont fait agresser par des groupes de FAF qui n'appartiennent à aucune organisation politique, qu'ils sont fait tabasser sur la base de leur origine, de leur orientation sexuelle ou ce genre de choses. Alors là, par contre, il y en a tous les 4 matins, mais il suffit de lire Street Press, il suffit de lire, je sais pas, les articles de Maxime Massé, Pierre Plotu, de Nicolas Massol dans Libération, par exemple. Libération qui n'est pas un titre d'extrême gauche pour autant. Je veux dire, les violences commises par l'extrême droite, et pas sur des antifas, sur des gens qui n'ont rien demandé, voilà, pas des gens qui étaient venus en cagoulé à Lyon pour aller faire la bagarre. Je veux dire, tous les jours, dans Street Press, par exemple, on peut lire des articles là-dessus. Tous les jours, j'exagère un tout petit peu, mais à peine, vraiment à peine. Par exemple, hier, on a publié un papier de Bruno Ritt dans l'UMA, encore une fois, allez le lire sur le site de l'Humanité, mais qui montre, par exemple, le contexte dans le Vieux-Lyon, en fait, où les violences et les tentatives d'assassinat sont quasiment quotidiennes. Et comme tu le disais, ça concerne pas que des militants, c'est aussi des gens lambda.
par exemple, en 2011, simplement un couple identifié comme gauchiste est attaqué à coups de batte de baseball. Ça s'inscrit totalement dans la violence politique. Voilà. En 2017, c'est un horloger qui est basé là-bas dans le Vieux-Lyon depuis 30 ans. Il se fait défoncer sa vitrine et face à lui, il y a une horde de personnes qui font des saluts nazis, juste parce que en fait, il s'est exprimé en faveur de la diversité, et il l'assumait, et c'était su dans le quartier, etc. En 2020, c'est la permanence d'un député Renaissance. C'est pas des gauchistes, hein, donc voilà, attaqué parce que soi-disant il serait pas assez virulent vis-à-vis de la menace islamiste. Novembre 2023, un groupe de 50 militants d'extrême droite attaque une conférence sur la Palestine. Enfin, il y a les militants qui sont attaqués. Et il y a des personnes lambda, il y a des commerçants. C'est une terreur, en fait. C'est une véritable peur sur les villes qui s'installent. Donc là, c'est une véritable chape de plomb qui s'installe à partir de la violence politique. Et pourtant, cette réalité-là, elle est malheureusement trop peu documentée dans les médias mainstream. Alors, comme tu l'as dit, Blast, Street Press, Mediapart, l'Humanité, bien sûr, documentent tout ça. Mais au-delà de ça, c'est complètement les grands médias n'en parlent pas. Ouais. Après, bon, voilà, de toute façon, s'arranger avec la vérité et mentir, c'est un petit peu aussi la nature de l'extrême droite, hein, depuis toujours. Avancer masqué, faire semblant, etc., etc. Et en parlant de mensonges, moi, je te propose va falloir bientôt finir cette séquence. On est encore à peu près dans les temps. Sachant que là, vous parlez beaucoup de LFI, en plus, il y a une alerte à la bombe, etc., etc. Tout le traitement médiatique ou comment toute cette affaire est instrumentalisée pour taper sur LFI en particulier et la gauche à travers la France Insoumise, en réalité, en général. On en parle juste après dans une deuxième séquence. Voilà, on va faire que 2 séquences, du coup, on n'aura pas le temps d'en faire 3. Ça sera très bien. Mais pour finir celle-ci, voilà, comment parler de mensonges comme le mode opératoire naturel et par essence de l'extrême droite, je vous propose de regarder le dernier Glupatate, que vous connaissez probablement, le camarade de Glupatate qu'on salue, sur du coup Alice Cordier de Némésis, qui est la première à avoir monté tout ça en épingle, pour revenir à quel point ces mensonges-là commencent pour le coup à être mis au grand jour, quoi. Là, c'est fait littéralement cook par Olivier Truchot sur BFM, quoi. Pour se retrouver mal à l'aise face à Olivier Truchot et se retrouver que ce soit Olivier Truchot en personne qui te met ton nez dans ton caca, c'est vraiment que la taille du mensonge, a priori, il était quand même très très gros, quoi. Voilà, donc je te propose de regarder ça. C'est pas vraiment un antifa. Oui, voilà, c'est ça. Donc je te propose de regarder ça et comme ça nous permettra un petit peu, voilà, de finir là-dessus sur le traitement médiatique de cette enquête. Et ensuite, on passe toujours sur le traitement médiatique, mais sur vraiment comment tout ça est instrumentalisé dans les sphères plus directement politiques contre la France Insoumise en particulier. Voilà, alors attends, juste parce qu'on n'a pas le stream deck, tac, je le mets comme ça. Ce sont vos amis qui se battent là contre sans doute des militants Antifa. Il y a Quentin parmi eux? Écoutez, moi, je vous renvoie à la conférence de presse du procureur hier. Non, mais sur ces images précisément. Qui lui ne parle pas de Rix. D'accord, mais là on voit qu'il y a une bagarre. Est-ce que vos amis ont participé à cette bagarre? Écoutez, moi, je viens de découvrir cette vidéo en même temps que vous. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que nous avions une quinzaine d'hommes qui nous ont protégés. Et que... Alors ça, même sur une quinzaine d'hommes qui nous ont protégés, il y a des voix d'extrême droite. Dans l'extrême droite, c'est un petit peu plus viriliste, etc. Qui disaient non mais n'importe quoi, Némésis c'est des guignols, on est des vrais bonhommes qui font de la bagarre de rue. Elles n'étaient pas venues pour Némésis, elles essaient de tirer la couverture vers eux. Donc même dans leur propre camp, sur les militants d'extrême droite, dans des boucles Telegram qui décident de eux assumer l'action violente, ils n'aiment pas Némésis, hein. Ils se retournent contre Némésis dans cette histoire. C'est dire à quel point genre, tout ça c'est vraiment c'est ridicule, quoi. Enfin, Puis en plus cette version grave. Et puis cette version là, elle est contredite même par la famille, en fait, par le communiqué de la famille qui dit en fait qui ne faisait pas partie du tout en gros du dispositif de sécurité. Alors Mediapart notamment a retracé les faits. D'ailleurs le procureur aussi dans sa conférence de presse. Et en fait ils étaient à quelques mètres au cas où ils devaient rappliquer s'il y avait une menace venue de ne sais où et pour là éventuellement en découdre. Mais ils faisaient pas du tout partie d'un cordon de sécurité pacifique, non armé, etc. C'est juste qu'ils se disaient bon, ça risque de chauffer parce qu'on est à Lyon, il y a des groupes antifascistes, parce que Lyon, comme on l'a expliqué, il y a surtout beaucoup de groupuscules fascistes depuis des années. Donc ils se sont dit bon, on va peut-être appeler 2-3 potes qui pourraient aller au contact parce que sans ça, voilà quoi, ça risque de chauffer, c'est Lyon. C'est ça qui s'est passé. C'est pas normalement faire un service d'ordre, ce genre de choses, c'est des choses qui existent depuis quasiment toujours en politique. C'est un truc qu'on doit faire avec un peu de sérieux, avec des gens qui sont formés. C'est pas des gens qui arrivent et qui sont cagoulés qui se battent avec des béquilles en fer, quoi. C'est pas ça un service d'ordre. Donc encore une fois, elle a aussi menti là-dessus. Et c'est vrai que c'est bien de le rappeler. La famille l'a nié, mais la famille a aussi nié qu'il était là, qu'il était venu pour se bagarrer. Donc au final, dans tout ça, il y a presque 3 versions différentes à l'extrême droite. Il y a la version non, c'est un brave soldat du fascisme qui allait au contact. Maintenant, il reposera au Valhalla des guerriers d'extrême droite, quoi. Ça, c'est un peu plus les groupuscules d'extrême droite directe qui le présentent comme ça, quoi. Comme voilà, il est mort fièrement au combat.
Dans le sens, c'est Luminis du coup, qui l'a présenté comme ça. T'as la version de Alice Cordier, etc., de dire non, il était là dans notre service d'ordre, au final il est mort pour rien en tentant de protéger des pauvres femmes sans défense, alors que c'était même pas au même endroit, mensonge. Et il y a la troisième version qui consiste à dire non, il était juste là plus ou moins par hasard, c'était juste un patriote, il est mort parce qu'il s'est fait lyncher, ça n'a rien à voir ni avec Némésis, ni avec des groupuscules d'extrême droite. Mais en vérité, ceux qui ont le plus raison dans l'histoire finalement, est-ce que ça serait pas les groupuscules néofascistes qui eux assument leur action violente et qui étaient directement les camarades de Quentin, quoi? Si, en fait. Et à côté, personne n'assume ça, quoi. Ouais. S'il ne l'avait pas fait, peut-être qu'aujourd'hui ce serait une militante de Némésis. D'accord, mais est-ce que ces hommes ont se sont battus directement avec des militants antifa, certains étant armés de barres de fer? Est-ce que Quentin Derenque a participé à cette rixe? Il y a des antifas qui étaient armés, qui ont attaqué les hommes qui étaient là pour nous protéger. Et eux n'étaient pas armés? Non. Un groupe habillé en noir, dont pourrait faire partie Quentin, est muni de béquilles, de gaz lacrymogène, de fumigène. Sur les images, qui est habillé en noir? Est-ce que Alors, je tiens à préciser aussi qu'on a plusieurs sources différentes, donc un journaliste du Progrès, 2-3 riverains, etc., etc. Et ce truc de dire que des passants, avant qu'on ait les images, il y avait déjà des passants 2 jours avant qui s'étaient prononcés en disant oui, on a vu une rixe entre 2 groupes, bagarre de rue, 2 groupes cagoulés, à peu près le même nombre de gens. On n'a pas tout compris ce qui s'est passé, ça s'est balancé des fumigènes, ça s'est battu. Et après, il y en a un qui s'est retrouvé au sol et qui s'est jamais relevé, quoi. Et qui se fait passer à tabac, effectivement. Donc ça, il y avait déjà des riverains qui parlaient de ça avant même qu'on ait les images, et les images ne font que confirmer effectivement la théorie de la rixe, parce que c'est pas une théorie, on a les images de la rixe. Sachant que dès le début, l'extrême droite a mis un point d'honneur à dire regardez quelle honte, les journalistes parlent de rixe, ils disent que c'est en marge d'une rixe, etc., etc. Et voilà, il y a même des journalistes jusqu'au Figaro, qui est censé être quand même un journal résolument de droite, mais un journal un petit peu sérieux, qui a plus de déontologie journalistique que par exemple un Frontière, qui passe leur temps à mentir, à dire n'importe quoi. Même au Figaro, il y a Paul Sugui, journaliste au Figaro, qui a vraiment dit avec une immense assurance, selon des sources policières proches, etc., etc., je cite, la théorie de la rixe est définitivement écartée, quoi. Donc je veux dire, même dans un journal qui est censé être un minimum sérieux comme le Figaro, ça a repris les éléments de langage et le narratif d'Alice Cordier, et au mépris de toute déontologie journalistique et de la vérité, quoi. Voilà. Ouais, et puis le Figaro, que ce soit Paul Sugy ou Paul Midi qui ont écrit les papiers sur la... tous le même nom, au Figaro. Paul Sugy, Paul Midi. Tu t'appelles pas Paul, tu passes pas l'entrée. Mais ils sont véritablement en campagne pour essayer de montrer Quentin comme un saint et comme un martyr. Je le disais dans l'édito, mais il y a aussi un papier qui le montre comme quelqu'un de pieux, qui est passionné de philosophie, qui s'est converti parce que il était passionné par la transcendance ou je ne sais quoi. Enfin, c'est toute une volonté de tordre la réalité pour la faire entrer dans un narratif qui est celui du camp du bien face au camp des antifas qui sont finalement les vrais fascistes. Et c'est d'ailleurs le titre de l'édito de Trémollet. Voilà. Je ne sais plus exactement son prénom, mais il s'appelle Trémollet. Voilà. D'accord. Ouais. Ok. Ouais, les antifascistes sont les vrais fascistes, quoi. Alors on a 2 doigts que les vrais fascistes se mettent à dire que eux ils sont antifascistes parce que les antifascistes sont les vrais fascistes. Ouais. Et du coup voilà, relire la fausse citation de Winston Churchill, quand les fascistes reviendront, ils se feront passer pour antifascistes. Ouais. Bon, bref, allez. Je te propose de finir de regarder ça et voilà. Les amis dont vous parlez qui étaient là pour protéger le moment où vous déployez votre banderole, ils étaient habillés tout en noir également, comme ceux qu'on voit sur ces images. Je n'ai pas l'information, en tout cas il n'y avait pas un dress code au sein des hommes qui étaient venus pour nous protéger. Alors, quand tu fais partie d'un service d'ordre, il y a un dress code ou pas, normalement il y a un truc que tu n'es pas censé faire, c'est avoir une cagoule. Voilà. Donc là, typiquement, déjà, ça montre bien que c'était pas un service d'ordre. À la limite, c'était une bande, un groupuscule de FAF qui est venu en marge de votre manifestation pour aller au contact avec des antifas. C'est ça, la limite, qu'on peut le présenter. Il n'y a pas aucun lien avec Némésis. Mais parler de service d'ordre, de service de sécurité, il n'était même pas là. Et c'était pas un service d'ordre, quoi. Vous pouvez dire qu'ils étaient venus pour vous protéger sans béquilles, sans fumigène, sans gaz lacrymogène? Écoutez, moi, l'enquête fera son travail. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que nous, on a des hommes qui n'étaient pas là pour se battre, qui étaient là pour nous protéger. Et vous les reconnaissez pas, là? Vous dites pas, tiens, effectivement, ce sont eux, habillés en noir? Je ne sais pas ce que vous sous-entendez depuis tout à l'heure. On essaie de comprendre ce qui s'est passé ce jour-là. Comment tout ça a conduit à la mort d'un jeune homme? Voilà. Ce bon montage de Glu Patate, bon, c'est pas le plus farfelu, on va dire, normal vu le sujet. Mais ouais, là on voit très bien que pour le coup, Némésis, est-ce qu'ils sont pas en train de se prendre leurs mensonges qui leur en retour de flamme?
c'est pas forcément impossible, quoi. Mais Bah, voilà, ouais. bah, après c'est ça aussi, genre, enfin, normalement, quand on monte en épingle aussi farouchement une affaire comme ça, qui devient vraiment une affaire d'État du jour au lendemain, bah normalement, faut être à peu près sûr de son move, quoi. Là, ils ont commencé à dire tout et n'importe quoi, c'est parti dans 15 directions différentes, et bah voilà, quoi. Ouais, et puis- Alors qu'il y a quand même un mort, quoi, dans l'histoire. Ouais. C'est un peu de dignité sur le traitement médiatique, quoi. Ouais, et puis elle se liquéfie et elle renvoie à la conférence du procureur, mais en fait, dans ces éléments, ça contredit absolument du coup la version officielle. Donc en fait, on sent qu'elle sait pas du tout où elle habite, qu'elle est perdue entre ces mensonges du départ, la vérité qui a été à peu près établie par le procureur et qui doit encore être établie parce que l'enquête suit son cours. Ouais. Mais oui, enfin, on observe la supercherie Némésis pour le coup. Ouais, là, elle est parfaitement démontrée. Et Ouais. c'est vrai que je suis pas habituellement, je salue pas le sens journalistique aigu de Truchot, mais là, force est de Voilà, pour constater le coup, que voilà, quoi, bravo, enfin, je veux bien dire, joué. Ouais, voilà, Bien joué, critique Olivier Truchot. Let's go. Bientôt un feat à Ça ira peut-être. On verra.